Nous avons avec nous un homme qui est connu pour être l'un des dirigeants les plus anciens au monde. Il a tout vu, des guerres et des récessions économiques, de la désintégration des pays à un ordre mondial transformé. C'était le début du voyage de Poutine en Inde. Et comme vous venez de l'entendre, il a tout vu, des récessions à la désintégration. Il est aussi le premier président d'un pays à avoir un mandat d'arrêt de la Cour internationale de justice. Il est le premier dirigeant d'un pays envahi alors qu'il possédait des armes nucléaires. L'Ukraine est entrée à Koursk et a pris une partie de la Russie. Parlons maintenant de ce que fait Vladimir Poutine lors de ce voyage. Les ventes russes y ont légèrement baissé, car les gens ne veulent plus acheter de pétrole russe. Donc il n'atteint pas son quota. Et comme tous les commerciaux du monde, il doit maintenant partir en tournée de vente à la fin de l'année. C'est bien ce qui arrive. Le mois dernier, la principale compagnie pétrolière indienne a cessé d'importer du pétrole russe après les sanctions. Et ce mois-ci, Vladimir Poutine visite l'Inde. Je ne suis pas doué en maths, mais je sais additionner 1 + 1. Dans cette interview, une des premières questions portait sur la vente de pétrole à l'Inde. Écoutez. Mais est-ce que l'Inde a réduit ses importations de pétrole russe après la pression de l'Occident? Vous savez, nous l'avons fait. Eh bien, il y a une certaine baisse du chiffre d'affaires commercial global au cours des 9 premiers mois de cette année. Ceci n'est qu'un léger ajustement. Il y a beaucoup à faire, donc... Il y a beaucoup à faire. Globalement, notre chiffre d'affaires commercial reste stable. Je ne peux pas vous dire exactement en chiffres. Je ne peux pas vous donner de chiffres mensuels exacts pour le moment. Mais le commerce des produits pétroliers et du pétrole brut, ainsi que la production de produits pétroliers pour les consommateurs de pétrole. Le pétrole russe circule sans problème en Inde. Ne peut pas... En ce qui concerne les achats ou l'achat de ressources énergétiques de l'Inde auprès de la Russie, eh bien, je voudrais souligner, et j'ai déjà mentionné cela publiquement, tant que les États-Unis eux-mêmes achètent encore du combustible nucléaire à la Russie pour leurs propres centrales nucléaires, c'est aussi du combustible, de l'uranium pour les réacteurs qui fonctionnent aux États-Unis. Je ne pourrais pas dire exactement si les États-Unis... S'ils peuvent acheter notre combustible, pourquoi l'Inde n'aurait-elle pas ce droit ? Cette question mérite un examen approfondi et nous sommes prêts à en discuter. Je ne pense pas que Poutine s'attendait à une interview aussi difficile, recevant sans cesse des questions inattendues. Juste après cela, on lui a demandé pourquoi la Russie avait annexé la Crimée. Est-ce parce que la Russie a besoin de la base de Sébastopol? Eh bien... Écoutez ce qu'il a répondu. Était-ce aussi la raison de ce qui s'est passé lorsque vous avez décidé d'annexer la Crimée? Votre seul port en eau chaude, un port stratégique très important pour la Russie, et ensuite la Russie ne faisait plus partie du G8. Aujourd'hui, l'Occident affirme ou dit que vos actions dans le passé récent sont la raison de, je cite, l'isolement de la Russie. Nous n'avions pas à prendre ce port-clé en Crimée. Il était déjà à nous. Au fait, juste un petit rappel pour tous ceux qui ne sont pas au courant. L'Ukraine n'a pas de vraie marine. Pourtant, ils ont réussi à chasser toute la flotte russe de la mer Noire hors de Crimée. Tout cela grâce à l'opération militaire spéciale de Vladimir. À ce moment, Poutine entame sa célèbre diatribe historique. C'était la même leçon qu'il avait donnée à Tucker Carlson lorsqu'il a visité le Kremlin. Et c'est la même leçon qu'il donne maintenant aux journalistes indiens. Il parle du fait que la Crimée a toujours fait partie de la Russie. L'Ukraine a toujours fait partie de la Russie. Ainsi, toute terre qu'il prend lors de cette invasion n'est pas techniquement une annexion. Cependant, il oublie que la Chine peut aussi appliquer cette logique et prendre des terres russes. Après cette leçon d'histoire, il fait face à sa question la plus difficile. S'il fait vraiment cela pour protéger les Russes ethniques qui parlent russe dans l'est de l'Ukraine, pourquoi continue-t-il à tuer ces mêmes personnes? Nous avons des preuves indéniables que l'armée russe commet un génocide contre les personnes que Poutine est censé protéger. En plus, la Russie bombarde des immeubles résidentiels et des centres commerciaux dans des zones que Poutine dit russes. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez ceci.
le fait que vous mentionniez l'histoire, ça me ramène à ce que j'ai fait quand le conflit était en cours. J'ai voyagé à Donetsk, j'ai voyagé à Luhansk, Zaporizhia, Kherson. Et la plupart des personnes qui étaient là-bas sont russophones. Elles parlent la langue russe. Ils étaient très déçus par Kiev, que cela ait été interdit dans l'est de l'Ukraine, mais ils étaient aussi un peu choqués. Comment Poutine peut-il nous faire ça? Nous sommes son peuple. De nombreuses femmes à qui j'ai parlé étaient choquées. Alors, que avez-vous à dire aux personnes de l'Est de l'Ukraine qui ont de la famille en Russie, qui, au quotidien, passent de l'Ukraine à la Russie? Alors, qu'avez-vous à leur dire? La réponse est assez simple. Ces personnes résidaient vraisemblablement dans ces régions de l'Ukraine. Plus précisément dans les zones de Lugansk et Donetsk encore contrôlées par Kiev à l'époque. Pendant ce temps, la partie des régions de Lugansk ou de Donetsk qui échappait à leur contrôle subissait une action militaire intense de la part des autorités de Kiev. Nous avons donc été contraints d'apporter notre soutien à ces zones qui avaient déclaré leur indépendance. Premier point. Ensuite, nous avons permis aux gens d'exprimer leur volonté lors d'un référendum ouvert. Ceux qui pensaient qu'il était dans leur intérêt de rejoindre la Russie ont voté en conséquence. Ceux qui n'étaient pas d'accord pouvaient librement partir vers d'autres régions de l'État ukrainien. Ah, le fameux référendum russe dans les régions ukrainiennes occupées. Eh bien, nous avons un extrait montrant comment les votes ont été effectués. Cet extrait montre combien la Russie devance réellement les États-Unis et les autres démocraties occidentales. En Russie, les soldats vont chez les gens pour collecter leurs votes. De plus, les soldats vous diront directement pour qui voter. Comparez cela à l'Europe ou aux États-Unis. Personne ne vient chez moi pour prendre mon vote, personne ne me dit même pour qui je dois voter. Je dois tout comprendre par moi-même. Je dois y aller moi-même puis conduire au bureau de vote pour voter. J'espère qu'on sera un jour aussi avancé que la Russie aujourd'hui. C'est juste une blague. Mais si Poutine voulait que le monde croie que tout ce référendum n'était pas une blague, il aurait peut-être dû annoncer un chiffre un peu plus crédible que celui qu'il a donné. Le Kremlin affirme que 98% des Ukrainiens ont voté pour rejoindre la Russie lors de ce référendum. On ne peut pas obtenir 98% des gens d'accord sur quoi que ce soit. Je pourrais dire, prenons de la glace au dîner. Et même là, 98% des gens ne seraient pas d'accord. En fait, regardons l'histoire de Poutine lui-même. En 2000, lors de la dernière véritable présidentielle russe, Vladimir Poutine n'a obtenu que 53% des voix. Mais maintenant, il veut que le monde croie que 98% des Ukrainiens veulent rejoindre la Russie. Ce n'est tout simplement pas vrai, et ce n'est même pas crédible. Mais c'est peut-être ce qui arrive quand des soldats armés viennent chez vous pour récupérer le vote. Je veux aussi souligner dans cette interview que le raisonnement de Poutine pour justifier l'invasion change selon son interlocuteur. Dans cette interview, il s'adresse évidemment au public indien, c'est pour ça qu'il en parle. Il a dû envahir l'Ukraine parce que c'est l'OTAN qui l'y a poussé. Mais quand il s'adresse au public russe, il explique qu'il envahit l'Ukraine, parce que l'Ukraine a toujours fait partie de l'Empire russe. Et comme nous l'avons dit, Poutine essaie de reconstruire l'Union soviétique. Il veut juste cacher la vérité et faire croire que l'OTAN l'a poussé à commencer cette guerre. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun soldat de l'OTAN en Ukraine. Ce sont les soldats russes qui continuent de mourir par milliers chaque semaine à cause d'une opération militaire spéciale lancée par Poutine. Permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre. Vous, encore une fois, L'Occident a encouragé l'Ukraine et soutenu les événements, orchestrant un coup d'État. Ce point a déclenché les événements en Crimée, puis dans le sud-est de l'Ukraine, notamment dans le Donbass. vous savez, ils n'en parlent pas. Cela fait 8 ans depuis 8 ans depuis 8 ans. Ils n'en parlent même pas. Depuis 8 ans, nous avons tenté de régler ces problèmes pacifiquement en signant les accords de Minsk, espérant une solution pacifique. Cela signifie des années. Notre opération militaire spéciale vise à mettre fin à une guerre initiée par l'Occident via le nationalisme ukrainien et non à en commencer une. Mettre fin à la guerre que l'Occident a déclenchée contre nous, avec des mains ukrainiennes. Est-ce ce qui se passe réellement en ce moment? C'est ce qui se passe en réalité. C'est là le cœur du problème. Puis il laisse aussi échapper par accident que chaque politique a des conséquences. Et il commence à voir que de nombreux pays dans le monde s'effondrent.
Tout comme l'Union soviétique s'est effondrée. Je pense qu'il a besoin d'un miroir pour réaliser de quel pays il parle. S'il regarde simplement toutes les données économiques qui sortent de Russie, il se rendra vite compte qu'il fait la même erreur contre laquelle il met en garde. Nous devons toujours examiner très attentivement chacune de nos actions, et nous devons comprendre les conséquences de celles-ci. C'est le numéro 1. Numéro 2. C'est très important non seulement pour l'ex-Union soviétique, mais cela s'applique aussi à la Russie. Quelle conclusion ai-je tirée? C'est que l'Union soviétique, à un certain moment, était dans un tel état que ses dirigeants, et peut-être même les citoyens ordinaires, le croyaient. Elle était si grande, si puissante, que rien, jamais, sous aucune circonstance, ne pourrait lui arriver. Et cette idée de grandeur, c'est le moment où un pays commence à commettre erreur sur erreur en pensant que tout va bien. Oui, nous avons fait une erreur ici, et il y a eu un petit échec là-bas, mais nous sommes tellement grands que ça passera toujours. Nous survivrons. Le nombre d'erreurs augmente rapidement et leur gestion devient de plus en plus difficile. Je vois la même chose se produire aujourd'hui dans certains autres pays, donc je garde un œil dessus. Nous avons bien traversé cela. Il est temps de se concentrer sur Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui a accordé une interview au même moment. Pendant l'interview de Poutine, Rubio a évoqué la possibilité que l'économie ukrainienne se reconstruise et dépasse celle de la Russie, si la guerre peut cesser pacifiquement. Écoutez, cela leur permet non seulement de reconstruire leur économie, mais aussi de prospérer en tant que pays, d'être un pays dont l'économie se développe. Théoriquement, en faisant les bonnes choses, dans 10 ans, le produit intérieur brut de l'Ukraine pourrait être supérieur à celui de la Russie. Ce sont ce genre de choses, arrêter la guerre, vous voyez, s'assurer qu'il ne soit plus jamais envahi ou attaqué. Préserver la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine pour éviter qu'elle ne devienne un État fantoche. Ils sont vraiment indépendants et souverains, permettant à leur économie de se relever et de prospérer, devenant ainsi une réussite. Nous cherchons à accomplir cela ici. Au final, les décisions concernant la Russie reviennent à Poutine, non à ses conseillers. Seul Poutine peut arrêter cette guerre côté russe. Nous allons donc explorer. Nous allons essayer de rassembler les deux parties et voir quelles propositions nous pourrions formuler auxquelles les deux parties pourraient adhérer. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que cela fonctionne. C'est ce que nous faisons depuis 10 mois. C'est notre objectif et notre but ici depuis le début. Je pense que nous avons fait des progrès, car nous nous sommes rapprochés, mais nous n'y sommes pas encore. Nous ne sommes toujours pas assez proches, mais cela pourrait changer. J'espère que cela changera. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'était blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées, selon YouTube. Les vidéos sont restreintes car montrer des frappes de drones ou des images du front n'est pas adapté aux annonceurs. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent en essayant de survivre. Nous jugeons essentiel de tout couvrir, c'est pourquoi nous avons lancé notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite de zéro, donc sans aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, nous n'affichons aucune publicité sur le site, ce qui nous évite de nous censurer pour satisfaire les annonceurs. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici, sur YouTube, alors rejoignez-nous, sans hésiter, sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne, merci beaucoup. Je m'appelle Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.